Et on était tous les trois, enfin, c'était un moment mais hors du temps. On était tous les trois là dans la salle de bain, ma fille dans les mains de mon conjoint. Enfin, c'était fou quoi. Bienvenue sur mon podcast, moi je suis Amandine, entrepreneuse, maman de 3 enfants et j'adore déconstruire les clichés et les fausses croyances sur l'accouchement. Ici tu vas trouver des récits qui vont booster ta confiance et te faire avoir un gros shoot d'ocytocine. Je te partagerai également tous mes conseils pour que tu puisses faire des choix éclairés, oser t'affirmer et pouvoir rester actrice de ton accouchement avec ou sans péridurale. Ici c'est sans tabou et sans prise de tête, alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour Déborah, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Alors comme tu peux le remarquer, je suis un petit peu malade donc ma voix va pas être très très agréable, mais c'est toi qui vas parler. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter s'il te plaît? Oui, bonjour Amandine, bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Déborah, j'ai 33 ans maintenant et puis je suis en couple et je suis aussi maman de deux enfants de 2 et 4 ans et je suis infirmière et doula. Merci. Alors avant que tu nous partages en fait le récit de ton accouchement, alors on va dire clairement comment t'as accouché. Toi, t'as accouché chez toi d'un bébé en siège. J'imagine que c'est un projet qui s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Est-ce que tu voudrais déjà commencer par nous dire, pour ton premier accouchement, quelle était ta vision de l'accouchement et comment est-ce que tu t'étais préparée? J'avais un peu ce fil conducteur de c'est possible, les femmes peuvent y arriver, ça peut être rapide, ça peut bien se faire. Donc j'avais cette envie, enfin ce souhait de donner naissance, enfin d'essayer sans péridurale. Et puis donc j'ai fait une préparation plutôt classique. Je posais un petit peu des questions sur mais comment on fait pour gérer, comment ça se passe. Et puis les réponses étaient un petit peu on verra à la préparation, on verra ça plus tard, on verra. Voilà, pour l'instant, on se voit tous les mois, on vous mesure, on vous pèse, enfin voilà un petit peu le checklist, la checklist. Mais voilà, ça répondait pas trop sur le plan émotionnel en fait. Donc voilà, je suis arrivée un petit peu à la naissance en me disant bah en effet bon bah on verra, je verrai bien les outils que j'ai à ce moment-là. Et puis bah ça a été un début de travail à la maison, ça s'est bien passé, on a géré avec mon conjoint. Et puis en arrivant à la maternité, j'ai demandé une péridurale parce que voilà au niveau de l'intensité c'était vraiment j'ai eu besoin d'être soulagée, donc ça m'a vraiment fait du bien. Et puis voilà les équipes étaient sympas, ça s'est plutôt bien passé. Euh, et puis voilà, après, tu vois, quand j'ai un petit peu décanté mon vécu, euh, je commençais à me dire un petit peu, bah en fait, j'ai pas eu trop, je me suis pas sentie vraiment actrice, tu vois, de ce moment-là. J'ai eu un petit peu des regrets, par exemple, j'ai su que j'étais à dilatation complète, et puis on m'a dit, bah c'est le moment de pousser, et du coup j'ai poussé comme une dingue pendant 30 minutes. Enfin, on était à la limite d'appeler le gynéco parce que ça faisait trop longtemps, là, on était à 31 minutes, donc tu vois, j'ai senti un peu ce peut-être que ma fille aurait eu besoin d'un petit peu plus de temps pour descendre et puis qu'on lui laisse le temps, qu'on nous laisse le temps un petit peu. Donc j'ai eu quelques regrets un petit peu par rapport à ça. Puis je me suis posé la question de mais qu'est-ce que j'aurais aimé savoir finalement? Comment j'aurais aimé qu'on me transmette les choses? Comment j'aurais aimé qu'on me parle de la naissance? C'est un peu ça. C'est j'aurais peut-être aimé qu'on m'embarque un peu dans viens, voilà ce que c'est la naissance. On a les représentations de la société et puis bah, voilà comment ça peut se passer aussi un peu différemment et voilà comment tu peux te préparer. Voilà quelques outils. Peut-être finalement moins du côté aspect médical finalement et plus le côté émotionnel, psychologique, mental. C'est ça, carrément. Vraiment enfin, une présence et puis aussi être rassuré sur j'entends que ce soit que c'est la première fois pour toi de donner naissance. Bah voilà ce que enfin sans faire de généralité, mais voilà ce que en général les femmes peuvent rencontrer un petit peu comme pas comme problématique, mais comme questionnement, comme même les conjoints aussi, les conjoints, les partenaires, euh, pour trouver leur place. Mais c'était mon conjoint, c'est pas du tout senti. Je le sentais démuni en fait. Je le sentais pas spectateur, parce qu'il était présent. Vous voyez, dans ses yeux, je voyais qu'il voulait tout faire pour me soulager, mais justement de voir un peu sa peur, son impuissance dans ses yeux, ben, comme si j'avais aussi à le gérer lui. Alors que bah, j'aurais bien aimé pouvoir rester concentré sur moi, me concentrer sur mon intensité, ce que je vivais dans mon corps, et que lui, il soit plus soutenant, contenant. Mais donc ouais, c'est carrément sur le côté émotionnel ouais, qui m'a peut-être manqué quelque chose. Et du coup, j'imagine que tout ça, forcément, ça a eu une influence sur la façon dont tu t'es préparée pour ton deuxième accouchement. Oui, 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 tout à fait. En fait, quand j'ai su que j'étais enceinte de mon deuxième enfant, euh, bah, j'ai rêvé de pouvoir donner naissance à domicile. Donc, je me suis renseignée. Moi, j'habite dans l'Aube et il n'y a pas de sage-femme à AD.
Donc j'ai commencé à chercher un peu dans d'autres départements un peu limitrophes. J'ai commencé un peu à me renseigner sur comment ce serait possible. Et puis en fait, logistiquement, ça me semblait compliqué. Mon conjoint est en libéral. Ça me semblait compliqué de faire partir tout le monde un mois avant, trouver un logement, faire le suivi à distance, etc. Enfin, donc bon, je me suis un petit peu découragée en fait. Et puis je me suis dit bon bah c'est tout, on va partir à la maternité et puis on va se préparer. On va miser sur notre équipe en fait. On va voir, on va miser sur nous, comment on peut se préparer, sur les choses qu'on peut contrôler. Bah, c'est toi, moi, et puis bah, notre bébé, on peut pas le contrôler, mais la façon dont nous on appréhende le moment, il y a que ça quelque part pour lequel on peut se préparer. Donc ouais, on a opté là-dessus. On est parti là-dessus. Qu'est-ce qui t'a fait finalement faire ce grand écart dans ce choix entre j'accouche à la maternité et tout de suite à envisager l'accouchement à domicile? Comment ça se fait que t'as pas envisagé en te disant bah, on raccouche à la maternité, mais voilà, je vais plus me renseigner et tout. Qu'est-ce qui t'a fait directement choisir l'accouchement à domicile? Bah, après la naissance de ma première fille, bah, je suis tombée sur ton compte, entre autres. Et j'ai commencé à me renseigner, à voir aussi pas mal de vidéos de naissance autrement. Et je me suis dit, ah ouais, c'est possible. Et en fait, ça a planté des graines. Et puis petit à petit, ça m'a vraiment nourri. Et puis du coup, j'ai fait ma formation de doula. Et donc, j'étais vraiment convaincue en fait que c'était possible. Et je me sentais vraiment capable, pour le coup, de faire équipe avec mon conjoint et d'être possible, que ce soit possible de faire ce choix d'accoucher à domicile. Et du coup, quand tu t'es rendu compte que finalement accoucher à domicile, c'était pas possible, qu'est-ce que tu as mis en place pour que ce projet super physiologique finalement puisse coller au mieux avec la maternité que tu allais choisir? Bah, en fait, dans notre département, il n'y a pas beaucoup de maternité. Donc, je savais que ça allait être potentiellement une maternité de niveau 3. Et on a du coup misé sur une préparation à la naissance avec un sage-femme qui est euh, formé en eutonie. Donc c'est pas encore, c'est pas très très connu, mais du coup, en fait, il est intervenu dans ma formation de doula et j'ai beaucoup aimé son approche, la vision qu'il avait. Lui, il a aussi accompagné des naissances à domicile, donc on voyait qu'il avait cette sensibilité-là. Et ce qu'il transmettait, c'était vraiment de l'information sur comment accompagner, comment gérer le tonus musculaire, mais sur la durée de la naissance. Et du coup, Mm. si on économise, on va dire, son tonus, et ben, du coup, on a plus d'énergie pour gérer l'intensité des vagues, des contractions. Et c'était un petit peu là-dessus. C'était aussi sur pratiquer les sons graves et puis aussi que le partenaire le fasse en même temps. Et ça, de le tester, c'était tellement porteur. C'était vraiment, c'est comme si j'étais contenue par un son. C'est très bizarre de dire ça comme ça, mais de moi faire les sons graves, on sait aussi bouche molle, col mou, donc ça a aidé à ce niveau-là. Et puis de faire les sons graves, donc vraiment pour détendre. Et puis que mon conjoint le fasse aussi, il y avait quelque chose qui me portait, c'était très puissant en fait. Donc on a choisi de se préparer de cette façon-là et on s'est dit, bah misons, voilà, encore une fois, misons sur notre équipe et puis ça va le faire, quoi. Ouais, c'est chouette ce que tu partages parce que ça m'évoque, j'ai accompagné très peu d'accouchements à la maternité, mais je me souviens d'avoir accompagné un accouchement où justement il y avait la sage-femme, le conjoint et moi autour de la femme et on faisait ces sons graves qui embarquaient. Elle était complètement shootée sur notre planète, mais c'est vrai que ça fait une ambiance hyper particulière, hyper cocooning. Ouais, j'arrive à comprendre un petit peu ce que tu dis. Ouais, c'était vraiment chouette. Et puis, bah, même si on le fait, par exemple, en maternité, j'imagine que pour le personnel, eux, c'est leur quotidien d'accompagner des naissances. Et pour le couple qui fait ça, c'est un peu une façon de communiquer aussi, déjà de dire, oh, je suis en train de vivre une contraction, voilà, je suis dedans, je suis focus. Le partenaire, du coup, il sait quand est-ce qu'il peut aussi commencer à faire ce son-là au début de la contraction. Et puis pour le personnel qui est là, c'est waouh, il se vit quelque chose de spécial ici. Ça donne un peu un côté un peu solennel, je sais pas, mais un côté un peu, il se passe quelque chose vraiment d'unique, quoi. Mm. Ouais, c'est sûr que ça doit faire vraiment une ambiance top et ils t'en gardent des super souvenirs, quoi, du coup. Ouais, ouais, ouais. Mm. Autant de la préparation que de la naissance, du coup, ouais. De comment ça m'a servi pour la naissance, ouais. Mm. Et du coup, pour ce deuxième accouchement, est-ce que tu avais un projet de naissance précis, accoucher sans péridurale? Enfin, qu'est-ce que tu avais mis en place pour préparer au mieux ce deuxième accouchement et éviter finalement ce que tu avais un peu mal vécu pour ton premier? Moi, ce que je voulais, c'était du coup partir à la maternité
le plus tard possible. Parce que je me suis dit, bah, du coup, comme on a ces outils-là, je me sentais capable en tout cas d'essayer, de me dire, OK, là, on se sent vraiment outillé. Je sens que mon conjoint, il est prêt à me soutenir, il est prêt à être présent, il va savoir quoi faire, même s'il n'y a rien à faire, c'est juste être présent, mais c'est un soutien continu, aimant. Voilà, c'était la base. Mais je savais qu'il avait entendu cette information-là, donc je nous sentais vraiment soudés, quoi, par rapport à ça. Donc mon idée, c'était partir à la mat le plus tard possible. Et puis bah, après, une fois sur place, j'avais rédigé un projet de naissance, ouais, avec 3 points. J'avais pas fait un pavé, j'avais fait autonomie, mouvement, et puis demander à mon conjoint pour les décisions. J'avais dû faire un projet de naissance un peu dans ce sens-là. Et comment ça a été accueilli justement par l'équipe médicale, ton projet par rapport à tout ça? Et bien donc j'ai eu rendez-vous avec le gynéco, avec la sage-femme, pardon, à la maternité pour discuter du projet de naissance. Bah, à ce moment-là, je savais pas que ma fille était en siège. Donc en soi, on a discuté du projet et pour eux, tout était plutôt réalisable en fait. Il n'y avait pas d'obstacle sur le projet. Ils disaient oui, oui, ce sera possible, on vous accompagnera là-dedans.. On a bien entendu vos souhaits. Donc là-dessus, je les ai sentis ouverts, c'était chouette. À quel moment tu as appris que ton bébé était encore en siège et quel a été l'impact finalement sur ce projet de naissance? Du coup, ma fille s'est mise en siège la veille de l'échographie du troisième trimestre. Donc je me suis rendue, je l'ai senti moi dans la nuit, j'ai senti qu'elle bougeait pas comme d'habitude, elle prenait rudement de place, elle m'a un peu, bon, c'était un peu dérangeant quand même dans mon ventre. Je sentais que c'était pas habituel, donc j'ai bien senti qu'elle s'est retournée. Et donc à l'échographie avec la sage-femme, donc elle a dit bah en effet, elle est en siège, c'est pas un souci. De une, elle a le temps de se retourner. On va lui laisser le temps, on fait confiance. Ensuite, c'est pas une pathologie d'être en siège, c'est une variation de la norme. Donc j'ai trouvé que la sage-femme était super ouverte. Elle disait vous verrez, ce sont les plus belles naissances. Ce sont les naissances avec une méthode Vermelin. On ne touche pas au bébé. C'est le hands-off. Et donc, elle m'a transmis vraiment de la confiance. Je me suis dit, bon, si elle, en tant que sage-femme échographiste, me dit ce discours, voilà, ça, en tout cas, ça laissait présager que voilà, ça pouvait bien se passer. Donc, on a fini l'échographie, puis elle m'a dit, bon, on se donne rendez-vous dans un mois pour une écho de contrôle. Et en attendant, vous faites une pelvimétrie du bassin. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Et on se revoit dans un mois. Donc, j'avoue que je suis sortie de là, j'étais un petit peu stressée quand même parce que ce qu'on entend sur le siège, c'est dangereux. On va te proposer une césarienne. Enfin, j'avais quand même un peu ce truc de tout ce qu'on entend sur le siège, quoi. Donc même si elle m'avait rassurée, j'étais un peu mitigée, comme si, tu vois, j'avais envie quelque part que mon bébé se remette dans une position, alors avec des gros guillemets, hein, dite normale, enfin en position céphalique, quoi, pour qu'on me foute la paix en fait. J'avais peur de la surmédicalisation du fait de la position. Donc j'avoue que j'étais un petit peu sur la réserve. Bon, c'est tout. Je me suis remise dans ma bulle. J'ai fait cette pelvimétrie en me disant, bon, j'avais pas envie d'y aller. Mais je me suis dit, si j'arrive le jour de la naissance et que j'ai pas fait ça, euh, je vais, entre guillemets, être un peu punie. Donc c'était quelque part un peu un gage de bonne foi de dire, bon, j'ai fait ça, j'ai fait cet examen, et puis peut-être que vous pouvez me laisser prendre mon temps, enfin voilà, donner l'essence, enfin peut-être un peu un compromis, tu vois. Donc voilà, et puis donc à la visite de contrôle le mois suivant, euh, bah donc ma fille était encore en siège et, et là elle n'a pas eu tout à fait le même discours en fait. Elle a été un peu stressante. Moi j'ai pas réalisé tout de suite ce qu'elle avait dit, mais en sortant j'ai un peu décanté les informations et j'étais un peu abasourdie. En fait elle m'a dit bon alors elle est toujours en siège. Bon ce sera une naissance médicalisée. Euh, Vous verrez, il y aura un peu de monde hein, dans la salle, hein. Le gynéco aura le bistouri entre les dents. Elle m'a dit ça, texto. Oh, Le gynéco aura le bistouri entre les dents. Et puis donc, il vous faudra une péridurale, même si on met rien dedans. Et faudra que vous soyez en position gynéco et que le bébé sorte en une fois. Ok, alors vas-y. ah ouais, c'est un challenge. Ouais, non, mais voilà, faut être. Je sais pas quel warrior arrive à faire ça. En tout cas, dans ces conditions-là. Du coup, j'étais un peu sonnée en fait par toutes ces informations qui, pour le coup, ajoutaient du stress à comment il fallait que ça se passe et qu'il fallait que ça aille vite et que ça aille bien et que sinon,
il y avait le gynéco qui m'attendait avec son bistouri derrière la porte, quoi. Donc ça m'a beaucoup stressée. J'ai mis bien 15 jours à me remettre un peu dans ma bulle et à me dire, attends, ça peut se faire, tu peux y arriver. Mais vraiment, ça a eu un impact sur le stress que j'avais, sur comment j'étais pas bien, donc ouais, j'étais vraiment conditionnée un peu par ce discours-là. Ouais, elle est arrivée quelque part finalement à distiller le doute en toi et à te faire peur pour cet accouchement. Exactement, ouais. Alors que la fois d'avant, elle avait été plutôt rassurante et que c'était les plus beaux accouchements du monde. Elle a dû se faire taper sur les doigts, ça se trouve. Oui, c'est ça, entre-temps peut-être, je sais pas. Mm. Et quand tu es sortie de ce rendez-vous, toi, est-ce que tu étais quand même toujours focus sur ton projet d'accoucher par voie basse ou elle arrivait à te faire douter et tu t'es dit, ben, peut-être que finalement la césarienne, c'est peut-être la meilleure solution? Alors, à aucun moment, alors j'ai douté de pouvoir le faire par voie basse. Euh, j'ai dû quand même me rester focus sur pas cet objectif, c'est pas un objectif, mais c'est vraiment sur ce souhait, parce que j'avais été nourrie aussi d'informations, de vidéos, et que c'était possible. Mais par contre, si ça avait été une première grossesse, Mm. j'aurais pas eu cet aplomb de me dire, euh, ok, je sais que c'est possible, etc. Je me serais dit, le corps médical, c'est mieux que moi. Mm. D'ailleurs, quand j'ai vu le gynéco à la maternité, pareil, tu sais, on doit le voir au huitième mois là pour finaliser le dossier. Bon, pareil, je me suis dit, j'y vais pour montrer ma bonne foi. Euh, Pareil, il m'a expliqué que ce qui était possible, donc pareil, que c'était pas une pathologie. J'ai trouvé assez ouvert aussi pour un gynéco, c'était super chouette. Je me suis sentie entendue. Et donc voilà, il m'a dit, voilà ce qui est possible, la version. À l'hôpital, vous venez, on tente de faire tourner le bébé. Euh, la césarienne, clairement, on vous propose une césarienne, c'est plus sûr, c'est plus sécuritaire, voilà, soi-disant. Et puis, mais voilà, il a quand même entendu que moi, je souhaitais tenter une voix basse. Et donc, il a respecté mon choix. Mais voilà, si ça avait été une première naissance, j'aurais pas du tout eu ce regard-là sur la situation. Et toi, est-ce que de ton côté, justement, tu as quand même tout tenté pour essayer de remettre ton bébé tête en bas ou quelque part, tu t'es dit, OK, elle est en siège, je l'accepte comme ça et je suis plus focus sur mon projet d'accouchement? Il y avait un petit peu ce truc enfin, je voulais qu'elle se retourne quelque part. J'espérais qu'elle se retourne, donc j'ai beaucoup parlé à mon bébé. On a fait aussi dans notre ville, il y a un bain de flottaison. Les deux fois, c'était un moment détente avec mon chéri. On se dit, tiens, la flottaison, la pesanteur, un peu, ça peut aussi aider. Il y a aussi un peu le fait de mettre les fesses en l'air et puis les épaules vers le bas. Donc ça, je l'ai fait un petit peu, mais bon, je le faisais pas tous les jours non plus. Et puis, quelque part aussi, j'ai été aussi en train de me dire, ben, pourquoi on veut la retourner à tout prix? Enfin, peut-être qu'elle a une bonne raison aussi d'être dans ce sens-là, tu vois, peut-être qu'elle, elle est mieux positionnée que dans l'autre sens. Enfin, j'en sais rien, en fait. Donc, j'ai aussi accepté avec le temps de me dire, bah, peut-être qu'elle est bien comme ça et c'est bien aussi. Voilà. Donc, une fois que j'ai eu un peu fait ce processus enfin, d'acceptation, entre guillemets, quelque part, il faut aussi faire le deuil de l'accouchement, pas classique, mais où on le sera, entre guillemets, pas trop embêté, quoi. Donc voilà, une fois que j'avais un peu cheminé là-dessus, ça m'a remotivée en fait. Une fois que je suis sortie de cette période de stress, ça m'a remotivée. Enfin, ça m'a permis de redoubler de motivation sur, OK, on avait dit qu'on se concentrait sur notre équipe, c'est ce qu'on va faire, on est prêt, on a les outils, on avait fait notre playlist qui était un peu méditative, un peu une espèce de transe, ça nous a beaucoup aidé aussi. Donc on a vraiment misé sur euh, notre cocon à la maison, notre équipe, et puis bah, le reste, voilà. Et on partira quand je sentirai que j'aurai plus les ressources ou que j'aurai besoin d'aide ou que ce sera vraiment la fin du travail. Voilà, on s'est dit, on part comme ça, et puis on arrivera à la maternité pour la fin du travail. Et comment est-ce que ton conjoint, lui, il se sentait par rapport à ce projet avec ce bébé du coup qui était en siège, alors qui est pas, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas une pathologie, mais c'est une variation de la norme. Et c'est vrai que l'équipe médicale met quand même vachement le stress par rapport à ça. Est-ce que lui, il se sentait confiant comme toi par rapport à ça, ou est-ce qu'il a eu un petit peu un moment de doute? Alors je pense qu'il a eu des peurs qu'il n'a pas forcément osé, tu vois, pour pas me contaminer. Il n'a pas osé forcément exprimer. Pour pas rajouter du stress ou pour pas que j'ai à gérer entre guillemets sa peur.
Je pense qu'il a eu un petit peu peur de comment c'est vu dans la société, puisqu'on en entend aussi. Euh, et malgré tout, avec la préparation, je pense il se sentait quand même confiant et prêt. On partait pas dans un projet où j'étais la seule à être motivée pour ça, pour gérer ça à la maison. Et puis, donc on se sentait vraiment, avec le temps par contre, avec la préparation et avec les outils que ce sage-femme nous a donnés, vraiment ça nous a outillés. Donc je pense qu'il se sentait quand même équipé. Tout à l'heure, tu parlais quand tu avais proposé la version, donc c'est pour essayer de façon manuelle de remettre bébé tête en bas. Est-ce que c'est quelque chose que tu as envisagé? Est-ce que tu l'as fait? T'as tenté ou pas du tout? Non, pas du tout. Ça me parlait pas du tout. En plus, j'ai plus les chiffres exacts, mais le gynéco m'avait dit qu'il n'y avait pas un succès qui était énorme. Euh, et puis qu'il y avait des risques aussi un peu pour le bébé. Enfin, j'avais entendu un peu ça, déjà ça me tentait pas du tout, je le sentais pas en fait. À l'intérieur de moi, ça disait non et j'avais pas envie. Mm. Ouais, c'est vrai que c'est quand même assez hard comme manœuvre et comme tu disais, ça réussit pas toujours. Mais du coup, l'équipe médicale ne t'a pas mis la pression avec ça parce que des fois, il y en a, ils mettent vraiment la pression avec cette manœuvre parce que pour eux, il faut vraiment que bébé se mette tête en bas. Donc, ils t'ont vraiment laissé le choix de si tu avais envie ou pas de faire cette manœuvre. Oui, tout à fait. C'est le gynéco qui m'en a parlé, il m'a proposé et puis il a entendu que je voulais tenter une voix basse. Donc voilà, pour le coup, ça faisait partie de l'information je me suis pas du tout sentie avec une pression pour accepter, non. Et du coup, comment s'est finie ta grossesse avec bah, finalement ce projet qui est un petit peu acté que ton bébé allait rester en siège? Comment est-ce que tu as fini ta grossesse? Et ben du coup, les 15 derniers jours où j'ai pu me remettre dans ma bulle, bah voilà, super chouette. J'ai pu me concentrer, voilà, sur notre cocon, préparer l'aîné, et puis voilà, du temps cool, quoi, serein, enfin tranquille, etc. Donc c'était du bon temps. Je savais que potentiellement c'était la dernière grossesse, donc il y a eu un peu aussi ce deuil de c'est la dernière fois que je vis les choses, tu vois. C'est un peu de nostalgie déjà, alors que c'était pas terminé, mais voilà, j'étais un peu là-dedans, dans l'émotionnel, dans prendre conscience aussi de ce qui se terminait, de ce processus qui allait bientôt ouais, être terminé, tout simplement. Et le jour J, du coup, comment ça s'est passé? Tu nous disais que tu voulais retarder le plus possible ton départ à la maternité pour rester dans ta bulle, lancer le travail. Du coup, si j'ai compris, tu es resté bien, bien longtemps à la maison puisque tu as accouché chez toi. Comment est-ce que ça s'est passé, du coup, ton accouchement? Une semaine à peu près avant la date dite du terme, avec des guillemets, on s'est couché le dimanche soir et puis vers minuit, j'ai eu une contraction qui me réveille. Une, puis deux, puis trois, un peu espacée. Je me dis, tiens, bon, bon, il y a quelque chose qui travaille. Puis j'ai attendu un petit peu avant de prévenir mon conjoint, parce que ça commençait voilà, quand même à se rapprocher un petit peu. Et puis on avait l'aîné aussi à confier, voilà, parce que les grands-parents, voilà, ils avaient un petit peu de temps de route. Donc voilà, j'avais besoin de le prévenir pour qu'il puisse gérer un petit peu ça, pour que moi je puisse être dans ma bulle et puis me gérer, quoi. Donc, ben, le début a été assez progressif en fait, et puis c'est marrant parce que dès le début, on a commencé à faire ces sons graves, et puis les contractions étaient espacées, donc je me rendormais entre chaque contraction, ça c'était vraiment le pied. On était encore voilà dans la chambre, dans le lit, et puis ça alternait, puis dès que la contraction arrivait, ben, je me mobilisais, puis on faisait les sons graves, puis après hop, vraiment je profitais de la détente entre chaque contraction, donc ça c'était vraiment vraiment fort quoi. Donc jusqu'à 8 heures du matin, voilà, ça a été comme ça. Les contractions se sont intensifiées. Puis vraiment, on faisait une super équipe avec mon conjoint. Il faisait les sons, ça m'a beaucoup porté, beaucoup aidé, etc. Et puis après, voilà, on s'est levé. J'ai vomi à ce moment-là, donc je me suis dit, tiens, c'est peut-être un signe aussi que le travail est bien en place, quoi. Je me suis même dit, ah, c'est peut-être bientôt la fin. Bon, bah, c'était pas bientôt la fin, mais voilà, on essaie d'interpréter un peu les signes comme ça, alors qu'on peut aussi juste se laisser porter sans analyser tout. Voilà, et puis donc après on s'est levé, j'ai mangé un peu, on a mis notre musique, c'était cool en fait, c'était fluide, bon, il y a eu quand même des contractions qui étaient intenses à gérer, hein. J'ai testé un peu aussi différentes positions, que ce soit debout, appuyé, les mains appuyées sur le mur ou voilà, j'ai essayé différentes choses et puis après j'ai trouvé vraiment enfin une position sur laquelle j'étais bien, je suis restée comme ça. Donc là j'allais dire de 8 heures à 11 heures, on a géré comme ça. Ça devenait vraiment intense quand même.
Mais à aucun moment, je me suis dit, tiens, on est proche de la fin, il faut qu'on parte. Pour moi, bon, ça se faisait. Puis comme ma première naissance avait duré un petit peu, je m'étais dit, bon, bah, voilà, ça se fait, il n'y a pas les signes imminents de il faut qu'on parte. Enfin, je sais pas d'ailleurs ce que je m'étais imaginé comme, comme signe pour partir. Je crois que j'avais pas acté vraiment ça, de me dire, bon, bah, quand je ressentirai ça, on partira. Ou... Bon, écoute, j'ai pas eu ce truc-là. Et puis, bon, vers midi, bon, vraiment, j'ai eu besoin de m'isoler. Je suis allée aux toilettes. Et puis, c'est devenu vraiment, vraiment très, très intense. Et donc, je m'exprimais quand même, on faisait les sons graves. Mais là, c'était plus des sons graves. Là, je suis partie vraiment, j'ai crié. Donc, ça a un peu fait peur à mon conjoint, qui m'a rejoint dans les toilettes. J'ai perdu la poche, enfin, j'ai rompu la poche des os sur ses pieds. C'était très drôle d'ailleurs, on s'en rappelle encore. Je me rappelle aussi du bruit qui est très particulier. Moi, ça fait un schlag. Bon, voilà, c'était assez spécifique. Et donc là, bah, comme la poche des os était rompue, au niveau de l'intensité, ça a encore augmenté. Et là, dans ma tête, j'ai eu une prise de conscience, enfin, comme un flash, alors qu'avant, c'était un peu, j'étais dans un état d'esprit un peu flou, je me laissais porter, tu sais, j'étais dans mon corps, je fermais les yeux. Et là, j'ai eu une vision très précise, enfin, une vision, une idée très précise de, ah, je vais jamais pouvoir monter en voiture dans cet état-là. Et là, je savais que je donnerais naissance enfin, j'ai pris conscience que je donnerais naissance à la maison. Et ça a switché d'une seconde à l'autre, en fait. C'était pas prémédité. Et en même temps, je crois que j'ai été soulagée. Je sais pas pourquoi enfin, parce que je pense que je l'ai beaucoup visualisé. En fait, j'ai eu beaucoup envie de ça. Mais voilà, dans le processus d'acceptation, j'avais accepté, tu vois, d'aller à la maternité, de me dire, OK, ce sera la maternité, ce sera bien, ce sera comme ça. Mais en fait, je crois que c'est vraiment ce que je voulais. Donc, je crois que j'ai ressenti du soulagement. Enfin, et puis en même temps, j'ai pas eu trop le temps de me poser la question, mais ça devenait tellement intense que voilà, j'ai eu besoin de chaleur sur mon bassin. Donc, je me suis dit, hop, je suis allée dans la salle de bain, dans la baignoire, comme ça, mon conjoint pouvait me mettre de l'eau chaude sur le bassin. Ça me soulageait vraiment. Enfin, dans le dos, quoi, sur les reins. Et puis, bah là, vraiment, j'ai eu des poussées expulsives. Enfin, c'était expulsif, en fait. Et en trois contractions, mon bébé était dehors. En fait, mon bébé en fait a glissé en dehors de moi. Et on était tous les trois. Enfin, c'était un moment mais hors du temps. On était tous les trois là dans la salle de bain, ma fille dans les mains de mon conjoint. Enfin, c'était fou quoi. Et ouais, ça semble effectivement, bah, comme tu le racontes, super rapide et super facile en fait quand on entend ton discours et quand on a l'image de l'accouchement par siège qu'on voit souvent, où on a l'impression qu'il faut venir, intervenir, attraper le bébé. Bah oui, comme une lettre à la poste, on a vraiment l'impression que C'est tu ça, l'as c'est fait ça. super facilement, quoi. Et du coup, ce qui s'est passé aussi, c'est que quand je suis passée des toilettes à la salle de bain, mon conjoint, je pense que lui, il avait atteint un peu ses limites. Je pense que lui, à ce moment-là, il a eu peur. Donc, il a dû appeler le 15 ou le SAMU, ou les pompiers, pardon. Et donc, il les avait au téléphone, donc il m'entendait bah, quand même m'exprimer au niveau sonore. Donc, c'est marrant parce qu'ils ont dit à mon conjoint, mais monsieur, arrêtez de crier, on va gérer. Ce qui était quand même fantastique parce que bon, a priori, c'est pas eux qui gèrent, c'est moi quoi. Mais on les sentait vraiment un peu paniqués quoi, un peu oh là là, qu'est-ce qu'il faut faire? D'ailleurs, on entendait celui qui était au téléphone dire à son collègue, qu'est-ce que je leur dis? Qu'est-ce que je leur dis? Ben je sais pas, dis-leur de pousser. Enfin, tu les voyais, tu les sentais carrément paniqués quoi. Alors que moi ça allait, mais super. Enfin. Moi, après, mon chéri m'a dit, mais t'avais l'air de souffrir à ce moment-là. Mais je dis, mais j'ai pas souffert une seconde. C'était intense de fou dans mon corps, mais c'était pas de la souffrance, c'était de l'intensité, c'était puissant, mais c'était pas du tout de la souffrance. J'ai adoré. Enfin, par rapport à la première naissance où je l'ai senti passer, mais c'était pas pareil. Là, c'était nous, c'était mon bébé et moi qui travaillions ensemble. Enfin, c'était fou, quoi. Et t'as pas eu peur une seule seconde du moment où tu t'es dit, ben voilà, là, ma fille, elle va naître ici, elle est en siège. T'as pas été traversée par toutes ces peurs, justement, qu'on aurait pu te semer au gré de ta grossesse? Bah, écoute, non,
j'ai pas eu peur parce qu'à ce moment-là, j'ai eu plus besoin, tu vois, dans mon corps, je sentais que j'avais besoin de chaleur au niveau des reins. C'est un truc, et c'est pas que j'ai pas eu le temps d'y penser, mais c'est allé tellement vite aussi. Et puis, j'ai pas ressenti ce truc de, enfin, en fait, on le sent quand ça va pas, tu vois, il y a un peu cette intuition de, dans ton corps, tu le ressens. Enfin, là, j'étais pas, il y a un truc qui bloque, il y a un truc qui gêne, je le sens pas, mon bébé, je le sens pas bouger. Enfin, non, j'ai gardé la confiance. Bon, alors après, je te dis pas, entre, tu vois, en fin de matinée, quand ça commençait, j'avais l'impression que ça s'éternisait un petit peu, parce qu'on peut appeler la phase de transition ou de désespérance. Je pense que j'ai un peu été découragée. Par contre, je me suis dit, mais oh, qu'est-ce que ça dure? Pourquoi les autres, elles y arrivaient pas moi? Mais qu'est-ce que je fous là? Enfin, j'ai eu cette phase-là, mais plus de découragement, pas vraiment de peur de je vais pas y arriver, tu vois? Ou c'est pas possible, ou mon bébé va rester bloqué. Non, j'ai pas ressenti ça. Puis comme tu disais, apparemment, elle est sortie quand même ben, hyper rapidement, enfin hyper facilement. T'as pas eu besoin de pousser, de... C'est ton corps qui a fait tout Ah seul, mais quoi. oui, en fait, j'ai même pas. Alors, je sentais carrément avec la contraction. Donc, en fait, si tu veux, j'accompagnais le mouvement parce que ça me demandait qu'une chose, c'est que mon bébé sorte. Donc, j'accompagnais. Mais j'ai pas eu besoin de me souvenir. Attends, comment on pousse, comment on souffle, comment machin. Enfin, en fait, ça s'est fait tout seul. J'ai pas eu besoin de. Elle est sortie, elle a glissé. Elle a glissé en dehors de moi. Alors, d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai senti d'ailleurs son petit pied en premier. Enfin, tu vois, c'est mon chéri qui m'a dit, t'as un pied qui sort. Donc lui, je pense qu'il était vraiment un peu surpris. Et en même temps, moi, de sentir ce petit pied, bah, c'était, voilà, après son corps a glissé. Enfin, j'ai pas trop vu parce que j'ai senti son pied, puis après je pense que j'étais ailleurs. Enfin, donc ouais, j'ai senti glisser, puis mon conjoint qui était là pour la récupérer. Ouais, non, c'était fou. Ouais, quand on t'entend, ça a l'air tellement puissant, intense, vraiment à l'opposé de ce qu'on peut voir justement, ce qu'on peut voir sur les accouchements en général et encore plus l'accouchement en siège, quoi. C'est ça carrément. Et tu disais que ton conjoint, il avait le SAMU ou les pompiers en ligne. Comment ça s'est passé? Du coup, ils sont quand même venus. Eh bien, alors oui, donc ma fille est née, on était tous les trois. Donc, du coup, pour avoir un peu un ordre d'idée, du coup, j'ai rompu la poche des os à peu près vers midi, je pense. Et puis, ma fille est née vers midi 20. Et puis, donc, eux, les pompiers, ils sont arrivés 3-4 minutes après, en fait. C'était vraiment... Et donc, ils ont un peu cassé la baraque, quoi. Ils ont un peu... Enfin, pas littéralement, mais ils ont un peu... Ils sont arrivés avec leurs gros sabots. Ils étaient peut-être 6 ou 7. Je sais pas pourquoi ils étaient autant. Alors, ils sont pas tous allés dans la salle de bain, mais... ça va, madame, félicitations, ça va. Comment va le bébé? On va couper le cordon. Mais waouh, waouh, waouh. Je crois que je les ai envoyés péter. J'étais pas dans un instinct animal, mais en fait, j'avais juste envie qu'on me foute la paix. Ils ont bien compris que là, c'était pas le moment de couper le cordon ou de faire quoi que ce soit. Donc, ils m'ont laissé tranquille. Et d'ailleurs, on voyait que le fait de vouloir garder le placenta et puis que le cordon cesse de battre par lui-même, c'était un concept qui était un peu touchy pour eux. On voyait qu'il y avait le jugement dans leurs yeux. J'ai très bien senti que... Mais bon, moi, je m'en foutais. C'était moi, j'avais envie de faire ça, et puis voilà. Et ils l'ont D'ailleurs, respecté. oui, ils ont respecté, ouais, ouais. Du coup, une fois qu'ils étaient là, bah, je me sentais un petit peu obligée de partir à la maternité. Tu vois, je me suis sentie... Enfin, ils ont dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Du coup, je me suis sentie... ouais, enfin... En gros, pour eux, c'était pas possible qu'une femme qui vient d'accoucher reste toute seule à la maternité. Et À la puis, maison. bon, pardon, ouais, à la maison. Pardon. Et, euh, et puis moi, je me suis dit, bon, bah, c'est vrai, comment je vais faire? J'ai peut-être besoin que quelqu'un vérifie peut-être un peu mon périnée. Donc, je me suis un peu auto-convaincue de me dire, bon, allez, bah, c'est tout, on y va. Mais voilà, ça, c'était un petit peu mon regret, tu vois, de pas avoir pu dire, bah non. Et puis, en fait, j'avais pas de solution, tu vois, il n'y avait pas de sage-femme à aider. Donc, qui allait venir un peu Mm. pour les jours qui suivaient? Enfin, ça n'avait pas été organisé quelque part. Donc, je t'avoue que j'étais un peu démunie pour dire bah non non c'est gentil vous pouvez repartir on a ça de prévu tu vois j'avais pas de plan pour la suite donc bon voilà j'ai accepté et puis d'ailleurs j'ai délivré le placenta enfin quelques minutes après il est venu tout seul enfin pareil et du coup on a pris ce qu'on avait pour le récolter
Et on voyait bien que dans l'ambulance, il avait son collègue au téléphone en disant, bon, bah, je t'amène une femme, bon, bah, je te raconterai. Tu voyais que c'était un peu, c'était hors de hors, hors norme, quoi. Et c'est fou parce que quand on connaît justement cette physiologie et ce besoin d'être dans sa bulle après la naissance pour délivrer le placenta et tout, de voir des pompiers débarquer comme ça dans la salle de bain et tout, on se dit finalement c'est ce qui aurait pu aussi peut-être saboter la fin de ton accouchement, alors que tu avais juste besoin à ce moment-là de calme, d'être avec ton bébé, qu'on te foute la paix, quoi. Mais pour eux, ils voyaient ça comme une urgence et qu'il fallait intervenir, quoi. C'est ça. Alors que tout le monde était, enfin, tout le monde était né. Mon bébé était né, elle allait bien, le placenta était né. Enfin, je veux dire, en soi, il y avait pas d'urgence. Enfin. Tu regrettes du coup d'avoir appelé les pompiers qui soient venus? Ouais, j'ai un petit peu un regret là-dessus, mais en même temps, je pense que mon conjoint à ce moment-là, il était au max de ce qu'il pouvait faire, de ce qu'il pouvait contenir. Enfin, ce rôle-là pour un conjoint, ça peut être aussi lourd. Enfin, lui, peut-être qu'il avait peur que notre bébé aille pas bien, qu'il ait besoin de soins, et lui, il avait atteint ses limites. Donc, je respecte aussi qu'il ait su demander de l'aide. Enfin, Hmm. voilà, qu'il ait su aussi demander, bah là, voilà, j'ai atteint moi ce que je pouvais faire. J'ai besoin là, que d'autres personnes soient aussi là pour s'assurer de la sécurité. Après, oui, dans un monde idéal, j'aurais adoré ben, rester à la maison, que ma sage-femme vienne me voir et puis que ça se passe plus en douceur. Parce que quand on est arrivé à la maternité, le SAMU a rappelé mon conjoint en disant, on a oublié notre appareil de réa chez vous, faut que vous reveniez. J'étais seule avec mon bébé pendant 20 minutes. Je me suis sentie d'une vulnérabilité. Je me sentais c'était froid, c'était hostile, je me sentais, oh, c'est celle qui a accouché à la maison d'un siège. Enfin, déjà un jugement, c'est déjà un jugement, tu vois, de l'équipe médicale. Enfin, un peu ce truc de, bon, bah, elle a voulu faire différemment. Et non, en fait, bon, c'était pas prévu à la base. Et puis, euh, et puis, ce que j'ai le moins bien vécu, c'est que, du coup, j'étais toute seule avec mon bébé. Mon conjoint était parti. Et la sage-femme m'a dit, je vous fais une injection d'ocytocine. Mais ton placenta, il était sorti. Oui, N'importe quoi. mais et je n'ai pas su dire non. Mais j'ai pas su dire non parce que c'était pas une proposition non plus. C'était bon bah je vous fais ça, hein, c'est un truc de routine. Et j'ai un mon plus gros regret c'est ça parce que je me suis sentie tellement vulnérable et c'était pas un choix en fait. C'était pas une proposition. On m'a imposé ça alors que ma délivrance elle avait été faite. Euh, J'avais pas. C'est bon, le risque d'hémorragie, il était passé en fait. On a peur de l'hémorragie du postpartum, de l'hémorragie de la délivrance. Bah, si tu m'avais laissé dans mon cocon, j'aurais pas. Enfin, elle est rien, la pauvre, hein, c'est pas ça. Mais donc ouais, mon plus gros regret, ça a été ça. Je me suis sentie punie en fait. Je me suis sentie, bon bah tiens, elle a voulu faire différemment. Bah tiens, hop, tu vas prendre ton dossier. Alors que en fait, eux, ils voient sûrement pas les choses comme ça, mais moi, j'ai ressenti comme ça. Tu vois, eux, c'est sûrement le protocole, c'est comme ça. On a notre partogramme à cocher, c'est fait, c'est bon. On pourra pas être si on est attaqué, on pourra pas être attaqué là-dessus, mais je comprends que eux, ils ont des choses à checker. Et en même temps, moi, je me suis pas du tout sentie respectée, ultra vulnérable. Et du coup, comme mon conjoint n'était pas là, j'ai eu aussi l'impression, alors c'est pas le cas, hein, mais qu'ils ont profité aussi de cette. C'est sûrement que c'était le bon moment pour elle de faire ça, mais qu'ils ont profité un peu de cette vulnérabilité pour me faire cette injection. Donc ouais, ça, je l'ai pas très bien vécu. Et puis après, bah, du coup, j'ai eu des tranchées, mais qui étaient plus. J'ai eu plus d'intensité pour mes tranchées, qui sont les contractions après la naissance, que pour le travail. Mais c'était la nuit à la maternité, mais je gémissais de douleur tellement c'était intense. Enfin, et du coup, je me dis, mais est-ce que c'est pas l'ocytocine qui a un peu, tu vois, tout bousillé, alors que si on avait laissé le truc, ça aurait. Alors on le sait, hein, que les tranchées pour des multiparts, c'est potentiellement plus ressenti, plus intense, mais. Bref, voilà aussi un peu de regret par rapport à ça. Ouais, c'est fou quand on connaît, comme je disais tout à l'heure, la physiologie, les hormones et tout, de se dire que tu es passé d'un environnement où tu étais shooté à l'ocytocine finalement, où tu étais voilà, dans ton élément, tu étais chez toi, tout se déroulait bien. Et là, du moment que les pompiers sont arrivés, tu as été reprise dans ce système hyper médicalisé d'ocytocine, de tout ça. Mais parce que eux aussi, je pense que avec leur vision déjà de l'accouchement général et du siège en particulier, ils ont dû te prendre pour une. Enfin,
Oui, pour une fois, en fait, d'avoir accouché toute seule chez toi dans ta baignoire d'un bébé en siège, je pense que pour eux, ça a dû être quelque chose d'hyper choquant finalement. C'est ça. Et du coup, après à la maternité, je voyais bien, bon, comme j'avais vécu une première expérience, je voyais bien que, enfin, c'est comme s'il y avait un défilé des pédiatres, des sages-femmes, enfin, de tout le monde pour voir, parce que pour ma première fille, euh, il y a eu une infection materno-fétale. Déjà, les termes, le poids des mots est très lourd, je trouve. Materno-fétale, comme si c'est moi qui lui avais transmis quelque chose. Donc, tu portes la culpabilité en tant que mère de transmettre un truc à ton enfant. Bon, bref. Donc là, comme c'était enfin, pour une deuxième grossesse, apparemment, ils recherchent aussi s'il y a aussi ce truc-là. Donc là, j'ai l'impression qu'ils ont fait plus d'examens que la normale pour voir, ben, de par notre antécédent avec ma première fille, et aussi du fait de domicile, siège, comme si c'était. J'ai entendu aussi à la maternité, bah, euh, un truc comme bah, à la maison, il y a plus de microbes, hein, donc je sais plus si on m'a parlé d'antibiotiques, mais je me suis dit, mais, mais non, le microbiome, c'est le nôtre qu'elle va connaître, c'est le nôtre duquel il faut qu'il soit ensemencé, c'est pas comme si on voyait, voilà, comme s'il y avait un plus risque fort d'infection du fait qu'elle soit née à la maison. C'est ça que j'ai entendu. Ouais, on voit vraiment, c'est ça, deux salles, deux ambiances, hein. Il y a par exemple Michel Audin, gynécologue hyper réputé et vraiment pro-physio, qui va dire effectivement qu'un bébé qui naît à domicile, dans son microbiote, dans son environnement, bah, c'est ce qu'il y a de plus sain. Et il y a les autres qui se disent, en dehors de la maternité, tout est risqué, tout est source d'infections diverses et variées. Et c'est vrai que ça a dû être dur aussi pour toi parce que avec justement cette vision de la physiologie, ces connaissances que tu avais, d'être prise malgré toi dans tout ce système médicalisé, ça a dû être difficile à vivre finalement. Bah oui, après, c'est sûr que quand on, malheureusement, entre guillemets, quand on a l'information, après, voilà, on devient peut-être un peu plus exigeant ou un peu plus. Et en même temps, de le savoir, ça donne aussi la possibilité. On sait quels sont les choix. Donc, moi, j'étais contente de savoir et puis de pouvoir justement dire, bah voilà, est-ce que là, on peut faire autrement ou... Mais oui, c'est vrai que de passer d'un extrême à l'autre, ça a été un peu violent. Et si on en revient à l'accouchement à proprement parler, quel accouchement t'as préféré entre ton premier qui était tête en bas à la maternité et ton deuxième en siège à la maison? Je ne sais pas si je peux en préférer un, parce que je dirais que le premier, euh, il a été la prise de conscience. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir une connexion, enfin, une connexion de fou avec mon bébé. Et puis, euh, en soi sur le papier, enfin, voilà, ça s'est bien passé. Enfin, j'ai adoré aussi. Enfin, je me rappelle avoir ressenti en moi quand ma première fille est née. Oh, je pourrais le refaire demain. C'était fou. J'ai adoré donner naissance. Et ça a été la prise de conscience de, attends, est-ce qu'on pourrait pas faire un peu différemment? Et le deuxième, il a été fou dans le sens où c'est moi qui l'ai fait. C'est la puissance que j'ai ressentie. Je me suis sentie tellement actrice, enfin tellement en pleine possession de mes moyens en fait. Je me suis pas sentie prise en charge, guidée, mesurée, euh, chronométrée aussi. Donc en termes de sensation, je dirais en termes d'empuissancement, si je peux utiliser ce mot, c'est le deuxième a été tellement hum, plus fort quoi. Je suis ressortie avec une sensation de waouh, waouh, les femmes sont capables de faire ça. Je suis capable de faire ça. Je me suis sentie compétente. Je me suis sentie capable je me suis dit, mais attends, si je suis capable de gérer, de vivre ça, mais je suis capable de tout. Enfin, j'avais une sensation d'invincibilité. C'était fou, quoi. Et pour en revenir justement à la naissance, on entend souvent que les bébés en siège, c'est plus compliqué à faire sortir et tout ça. Est-ce que tu as ressenti, toi, cette difficulté par rapport à ton premier ou finalement, enfin, j'ai envie de dire, quelle est la différence en termes de sensation et de difficulté, avec des guillemets, entre un accouchement tête en bas et d'un siège? Je ne sais pas si on peut comparer parce que les conditions n'étaient pas les mêmes, mais en tout cas, de ce que je peux témoigner, euh, la première naissance, donc ma fille était tête en bas, j'étais en position gynéco, j'ai poussé pendant une demi-heure comme une dingue,
C'était des poussées dirigées. Enfin, mon bébé n'était pas à la vulve, donc c'était, enfin, vraiment, j'ai forcé comme une dingo. J'avais des vaisseaux qui avaient pété sur le visage tellement j'avais poussé. C'était l'effort le plus intense de ma vie, je pense. C'était méga intense. Donc, au niveau des sensations, bah, j'ai l'impression que c'était dur, fallait pousser, fallait y aller fort. Enfin, c'était un peu en force, quoi. Et là, en siège, alors voilà, c'était d'autres conditions. J'étais informée, c'était à domicile, j'étais dans la position que je voulais. Mais là, mais elle a glissé. Mais j'ai même pas eu besoin. Enfin, c'était comme un réflexe. J'ai rien eu besoin de me dire, attends, faut que je pousse là, non, guider, pousser, contrôler, tant de temps, chronométrer. Non, ça s'est fait tout seul. C'est fou de dire que un bébé en siège, enfin, en tout cas pour mon expérience, que ma fille qui est née en siège était mille fois plus facile que mon bébé était en... Et justement, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à une femme qui écouterait cet épisode de podcast et qui aurait son bébé en siège? Alors, on va pas lui dire d'accoucher chez elle dans sa baignoire, même si elle en, enfin, quoi que si elle a envie, elle peut. Mais justement, pour ne pas envisager cette grossesse comme, et cet accouchement comme une pathologie, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil pour qu'elle puisse quand même rester actrice et vivre au mieux son accouchement? Peut-être oser poser la question, euh, oser vous poser la question de, déjà pour la naissance en général, de quelle expérience vous avez envie de vivre, comment vous avez envie de vous sentir, euh, comment vous avez envie d'être entouré, comment vous avez envie d'être considéré, comment on a envie qu'on vous parle, comment, ouais, comment tu as envie de te sentir. Et puis après, pour la spécificité du siège, bah, peut-être de voir bah, voilà, que c'est une variation de la norme et peut-être que le bébé, il a aussi une raison, comme je disais tout à l'heure, d'être dans cette position. Après, on peut aussi voilà, tenter, inviter son bébé, parler à son bébé, l'inviter à se retourner. Voilà, comme je disais tout à l'heure aussi, peut-être faire un peu des positions, tête en bas, enfin tête en bas, faut pas faire le poirier forcément, mais il y a quelques positions voilà, qui peuvent aider un peu si on les fait régulièrement, peut-être pour inviter le bébé à changer de position. Mm. Peut-être aussi à se renseigner, parce que c'est vrai que souvent, comme on disait, un siège, c'est une pathologie, et si on ne se renseigne pas, on peut vite être embarqué vers cette hyper surmédicalisation, surveillance, et notamment vers une césarienne, comme si c'était le seul choix possible, et de juste se rappeler que même avec un bébé en siège, c'est possible d'accoucher par voie basse, mais ça demande énormément de confiance en soi et en son corps, et du coup de bien s'entourer de personnes qui vont venir nourrir la confiance pour qu'elles puissent aller plus loin dans leur projet et essayer un petit peu de se protéger de ce discours un peu anxiogène du corps médical qui, lui, va le voir comme une pathologie et de se rappeler que bah, qu'elles écoutent ton récit et qu'elles voient que le corps est capable d'accoucher naturellement sans aide extérieure d'un bébé en siège, quoi. C'est ça, exactement, j'aurais pas dit mieux. Et ben merci en tout cas, c'était un chouette échange Ouais, bah merci à toi. et puis je te dis à très bientôt. Ouais, ça marche. À bientôt, Mandy. Merci pour ton écoute, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un avis sur la plateforme de ton choix. Et avant de partir, pense à télécharger mon e-book Les 3 plus gros mensonges sur l'accouchement. Tu le trouveras directement sur mon site amandinenaissance.fr et je te mets également le lien directement dans la description. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.